Monsieur Castonguay, peut-être pour vous présenter, parler un peu de votre carrière. Vous êtes docteur en mathématiques. Vous avez enseigné les mathématiques et la statistique à l'Université d'Ottawa pendant une quarantaine d'années. Mhm. Et vous vous intéressez particulièrement aux questions linguistiques sur lesquelles on reviendra. En 1971, ça a attiré mon attention, votre thèse de doctorat était sur un sujet particulier. Ça s'appelait Sens et existence en mathématiques et dans le fond, je cherchais à cerner à quel point les mathématiques étaient à l'épreuve de toute critique. La vérité mathématique est réputée absolue et donc j'ai fait ma thèse sur cette question-là. Et je suis arrivé à la conclusion que là aussi, la vérité est relative aux hypothèses, aux axiomes, aux prémices qu'on pose avant de construire une théorie. Donc, tout est incertain, si vous voulez. Il faut essayer tout simplement de chercher la vérité. Vous vous êtes intéressé aux questions linguistiques très tôt dans votre carrière. Pour quelles raisons les questions linguistiques vous intéressaient particulièrement au Canada, au Québec? C'était une période qui était en ébullition. J'habitais à Ottawa. J'étais Canadien-anglais à l'époque. J'étais pas très fier de la participation canadienne à l'effort militaire dans la guerre contre le Vietnam. J'étais pas très content non plus de la situation des Palestiniens en Palestine. Et je voyais cette autre société de l'autre côté de la rivière, des Outaouais, qui avait des gens impressionnants. René Lévesque, Pierre Bourgault, qui voulaient, c'était des justiciers, n'est-ce pas? Et ils poursuivaient, je pense, un objectif de justice sociale. Et je comprends que vous avez écrit beaucoup là-dessus. On voit très bien votre intérêt pour la question de la protection du français au Québec. Vous avez publié, entre autres, Libre choix au cégep, un suicide linguistique, la francisation ratée, le français langue commune, le français dégringole, relancer notre politique linguistique. Notre titre, Avantages à l'anglais, dynamique actuelle des langues au Québec. Et aussi les indicateurs généraux de vitalité des langues au Québec, comparabilité et tendance. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le dernier recensement, c'est-à-dire celui qui a été fait en 2016. Et je comprends qu'il y a eu des questions relativement à la situation linguistique au Québec et au Canada. Et ça, vous les étudiez, ces recensements-là, ou les résultats de ces recensements-là, depuis combien de temps, donc? Plus de 40 ans, 45 ans maintenant. Et Statistique Canada fait ces statistiques depuis combien de temps? Depuis 1871. Donc, ça fait beaucoup plus qu'un siècle d'informations que nous avons. Vous étiez présent lors de la divulgation des résultats des recensements par Statistique Canada dans le passé, avant 2016? Mais comme chercheur, oui, on était admis, par exemple, au huis clos. C'est un exercice semblable à lorsque le ministre des Finances va divulguer son budget. Il rencontre du monde d'abord, les journalistes, les spécialistes, les économistes. Dans le cas des données linguistiques, ce sont des sociologues, ce sont des gens comme moi qui ont une expertise et on pouvait assister à ces réunions-là. Et en même temps, les journalistes en profitaient pour nous demander qu'est-ce qu'on pensait des nouvelles informations, des nouvelles données. D'accord. Et ensuite, ils diffusaient ce qu'ils voulaient diffuser, quoi. Et je comprends pour différentes raisons qu'on n'élaborera pas, mais qu'en 2016, ça ne vous a pas été possible d'être présent lors de la divulgation en privé ou à huis clos de ces résultats-là. Depuis 10 ou 15 ans, on constate de la part du gouvernement fédéral et de Statistique Canada en particulier un désir de contrôler l'information. Et donc, des esprits indépendants
on s'en méfie et graduellement, c'est devenu tout à fait fermé aux gens de l'extérieur, à l'exception des journalistes. Les journalistes ne sont pas nécessairement des experts dans tous les domaines. On peut les manipuler. Et je regrette, mais la divulgation des données de 2016 a été une manipulation. Ces données-là sont livrées à huis clos le matin, deviennent publiques un peu plus tard dans la journée, mais il y a une certaine information qui est donnée aux journalistes qui est par la suite, qui reçoit une large diffusion immédiatement. La nouvelle rendue à 10h, 11h du matin, c'est terminé, puis l'attention des journalistes se porte ailleurs. Alors ils font rapidement leur travail et finalement, le message que Statistique Canada veut livrer se trouve répercuté partout dans les médias électroniques et papier, etc. C'est fait et c'est très difficile de courir après pour rectifier quoi que ce soit dans l'impression dans l'esprit des gens. La première impression est importante et... Voilà. Mais les résultats qui nous ont été divulgués aux journalistes et propagés à grande échelle sont... plutôt encourageant pour ce qui est du français, c'est-à-dire que le résultat officiel qui a été diffusé très largement parle d'une langue d'usage le français, qui serait parlé par 87% de la population en 2011 et qui aurait même eu une augmentation légère à 87,1% en 2016. Effectivement. Donc, une situation, je dirais, jovialiste, qui réconforte les francophones. Oui. Or, je comprends qu'immédiatement après les divulgations à huis clos, vous avez pu avoir accès finalement aux données de Statistique Canada sur les questions linguistiques. Ah bien, c'est simple. Le huis clos, c'est de 7h30 à 8h30 le matin. Et à 8h30, sur le site de Statistique Canada, les données sont là, les données brutes. Alors là, il faut les prendre, réfléchir soi-même à ce que ces données véhiculent comme nouvelle information, comparée avec ce qu'on savait des exercices semblables de 2011, de 2006, de 2001, etc., et se faire notre idée. Donc, il faut travailler rapidement, mais je savais... Il n'y avait aucune raison de penser que la situation s'améliorait au Québec. Aucune raison. Donc, vous avez été surpris de la divulgation? Non, je n'ai pas été surpris parce que ça fait depuis quelques recensements que Statistique Canada, systématiquement, cherche à rassurer les francophones du Canada sur l'évolution de la situation. Mais vous saviez, vous vous doutiez dès ce moment-là que ces chiffres-là n'avaient... Aucun bon sens. Je savais qu'il y avait anguille sous roche. Vous avez fait vos recherches et vous avez publié dans l'autre journal le 5 septembre 2017. Statistique Canada maquille le déclin du français, c'est quand même pas rien. Et je comprends que vous en arrivez à cette conclusion-là en faisant référence aux calculs qui étaient dévoilés dans les recensements précédents. Prenons ceux de 1981 à 2011. En 2016, lors du référendum, on va reposer des questions qu'on va voir ensemble, si vous permettez. Ce sont les questions 8 de recensement. Quelle langue cette personne parle-t-elle le plus souvent? Ça, c'est des mots importants. Oui. À la maison, puis là, il y avait un choix, français, anglais ou autre langue. Mm-hmm. Il y a la question 8B, qui a été rajoutée, me dites-vous, en 91. En 91. Cette personne parle-t-elle régulièrement d'autres langues à la maison? Et ce que vous me dites, c'est que, à l'aide de ces réponses-là, on procédait donc de quelle façon depuis une trentaine d'années? Mais on prenait les gens qui cochaient français et anglais. À la question 8A, par exemple. Oui. On les répartissait de façon égale entre français ou anglais.
D'accord. Alors, on simplifiait les données de manière à ce que l'information soit encapsulée en quelque sorte, véhiculée de façon simple. Bon, il y a un groupe ici, français, anglais, autres. C'est déjà assez compliqué comme ça. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, qui est subsidiaire, il s'agit là de comportements secondaires qui n'ont pas à voir avec le comportement linguistique principal. C'est le comportement linguistique principal qui est déterminant pour ce qui est de l'identité linguistique, la loyauté linguistique des gens qui répondent. Ce sera sans doute la langue qui sera transmise aux enfants comme langue maternelle, par exemple. Donc, c'est de loin la question la plus importante. Alors, est-ce que Statistique Canada, lors du huis clos avec les journalistes ou par la suite, a annoncé à la population qu'effectivement, son mode de calcul était différent de celui dont elle usait depuis des décennies? Non, ce n'était ni dans le communiqué, ni dans le document d'analyse détaillée des nouvelles données, et sans doute pas donné oralement pendant le huis clos, parce qu'aucun journaliste a relevé le fait que c'était un nouveau mode. Quel est effectivement ce nouveau mode de calcul qui nous amène à des résultats heureux de 87, qui passe à 87,1% de 2011 à 2016 de langue d'usage du français au Québec? Comment en est-on arrivé à ces résultats? Eh bien, en cumulant toutes les réponses qui comprenaient le français à titre de langue unique ou de langue parlée à égalité avec l'anglais ou de langue parlée à égalité avec l'arabe ou même comme langue parlée à titre de comportement linguistique secondaire à la maison en réponse au second volet de la question. Alors là, on ratissait très large et on arrivait à ce chiffre de 87% qui est du jamais vu. Normalement, on s'attendait à 80, 81, quelque chose dans ces eaux-là. L'anglais, cependant, ils l'ont calculé de la même façon, alors que c'était parfois, et assez souvent, une langue parlée de façon secondaire à la maison. Parfois tout à fait secondaire. Par exemple, par des enfants qui font leurs devoirs en français et donc utilisent le français à la maison, peut-être avec leurs parents qui comprennent un peu de français et qui les aident à faire leurs devoirs. Ça peut être des choses secondaires de cette nature-là. Et ça, ça a été fait et ça nous amène d'ailleurs à des résultats incroyables, c'est-à-dire qu'on dépasse le nombre de locuteurs, on dépasse le 100%. Oui, mais ça veut dire que cette méthode, et Statistique Canada l'a appliquée, en fait, à l'anglais aussi. Donc, chaque fois qu'une personne donnait l'anglais comme réponse unique à la question sur la langue principale, ou en combinaison avec le français, à égalité, ou même italien, anglais, français, langue principale, c'était considéré comme étant anglais. Et plus les réponses anglais utilisées à titre de langue secondaire à la maison. Alors là, les francophones qui font des farces en anglais, qui parlent un petit peu d'anglais à la maison, et ils sont très bilingues, les francophones, il y en a beaucoup qui sont bilingues, ça faisait partie de leur comportement linguistique secondaire. Et ça nous amène à quoi, ça? Ça nous amène à 19% d'anglophones. Et pour ce qui est des autres langues, ils ont fait de même. 15% de allophones. On additionne le tout, on obtient 122%. Alors, on pète le 100% de la population. C'est pas de cette façon qu'on peut raisonner de façon correcte. Si on reprenait les calculs tels qu'ils étaient faits au cours des dernières décennies, ça nous amène malheureusement au graphique. Alors, vous l'avez intitulé « Dynamique des langues au Québec », après avoir donc repris un calcul des statistiques. Ça nous amène où en ce qui concerne l'anglais? Commençons par l'anglais. Bien, ce que ça fait pour ce qui est de l'anglais, l'évolution du poids de l'anglais en tant que langue maternelle sur les 15 dernières années, là, du recensement de 2001 jusqu'au recensement de 2016. Oui.
L'anglais, langue maternelle, est devenu stable, D'accord. ce qui est une nouveauté dans l'histoire des recensements. Parce que depuis qu'il y a des recensements, donc depuis plus d'un siècle, Oui, le poids de l'anglais a toujours été en baisse. d'accord. Les anglophones La ont eu langue tendance. d'usage maintenant? La langue d'usage, on voit qu'elle, pour la première fois aussi dans l'histoire des recensements, on voit que la langue principale parlée à la maison évolue vers le haut, n'est-ce pas, commence à grimper lentement. Ça, D'accord. c'est nouveau parce que ça aussi, c'était en baisse. Les anglophones ne font pas plus d'enfants que les francophones. Ils ont un problème de remplacement des générations. D'accord. Mais ils les remplacent, leur génération, parce qu'ils anglicisent en surnombre les nouveaux arrivants. Le français n'attire pas sa juste part. L'anglais en attire plus que sa juste part. Allons au français. Le même tableau, ça nous enseigne quoi? Là, c'est l'effondrement. Ça, L'effondrement, vous êtes aussi... Quand on dit le français dégringole, Luc Plamondon avait dit ça à un moment donné. Ouais. Son instinct, sa perception artistique des choses, c'est que le français à Montréal était en débandade. Le français est passé langue maternelle de 81%, plus que 81%. On est rendu en 2016 à 78%. Et alors qu'on se parle, on est dans les 77 et quelques pourcents, parce que ça continue, cette évolution-là. D'accord. Il n'y a pas eu de coup de barre. Il n'y a pas eu de nouvelles mesures de francisation de la part de nos Et gouvernements. pour ce qui est de la langue d'usage? Langue d'usage a suivi la même tendance par la force des choses. La plupart des gens qui ont le français langue maternelle l'ont aussi comme langue d'usage. Cette baisse-là de l'usage du français que vous démontrez au tableau, est-ce que c'est... comment la qualifiez-vous? Ben, c'est du jamais vu, ça aussi, dans l'histoire des recensements. Pour la langue maternelle, pendant un siècle, le français s'est maintenu à 80%. Il y a eu des fluctuations, un peu 80-81. Ça a fluctué entre 80 et 81. Là, avec la nouvelle ampleur que prend l'immigration internationale au Québec, depuis donc le gouvernement Charest, en 2003, très précisément, on voit l'effet. Le français décline comme jamais auparavant, et puisque l'anglais attire en surnombre les nouveaux arrivants, en les anglicisant, l'anglais en profite. Auparavant, et le français et l'anglais étaient en déclin au Québec, parce que la population allophone augmentait plus rapidement que les deux autres. Mais maintenant, le français, je veux dire, il est en chute libre, et l'anglais tire son épingle du jeu et même se renforce. Alors ça, cette conjoncture, cette nouvelle dynamique est tout à fait inédite dans l'histoire des recensements. Le gouvernement canadien cherche à renforcer l'unité canadienne. C'est très clair. Alors la nouvelle manipulation, ou nouveau maquillage, pour utiliser le mot que j'ai utilisé dans mon article comme titre, sa justification, sa raison d'être est claire. D'accord. Le gouvernement du Canada ne veut absolument pas que les Québécois voient ce graphique qu'on ne saurait voir, parce que ça pourrait leur prendre le goût de peut-être quitter ce pays qui est en train de contribuer à l'affaiblissement du français sur le territoire même du Québec. Parlons du référendum de 1995. Vous, comment avez-vous vécu ce résultat-là à pratiquement égalité? Mais enfin, comment avez-vous vécu ce résultat-là? Bien, personnellement, avec mon historique d'anglo-ontarien devenu franco-québécois, j'étais vraiment assez heureux. Oui. C'était pas la rupture, c'était la possibilité d'une négociation d'égal à égal, enfin. Ce qu'appelait déjà Lester B. Pearson quand il avait été premier ministre là, dans les années 60 et qui a créé la commission Laurando-Dunton qui devait voir comment le Canada pouvait se développer sur la base d'une égalité entre les deux peuples fondateurs. Ça, c'est dans le mandat de la commission Laurando-Dunton. Est-ce qu'effectivement, cet espoir-là que vous aviez par le résultat à égalité lors du référendum de 1995, ce qui s'est avéré? Mais malheureusement, le Canada anglais a
pas saisi l'occasion de réparer l'erreur qu'a commise Pierre Trudeau, père, en 1982, avec son coup de force constitutionnel. Ils ne se sont pas dit « Hey, on est en train de perdre l'opinion publique québécoise. Il y a un problème et attelons-nous à solutionner ce problème en négociant avec le Québec pour voir enfin à réparer les ponts qui ont été cassés, qui ont été Cette brisés. négociation-là n'a pas eu lieu, Non, on mais- le sait. Ouais. Projetons-nous, question hypothétique. Si le oui l'avait emporté, rêvons, dans quelle situation serions-nous sur le plan linguistique selon vous? Ben, je pense que peut-être pour la première fois depuis 1700 quelques, la conquête britannique, les Québécois de langue française et leurs sympathisants respireraient d'aise pour enfin, on pourrait passer à autre chose et ne plus être inquiet quant à l'avenir. L'avenir serait assuré, je crois, par un Québec renforcé, par l'indépendance ou par un statut adéquat au sein du Canada. C'est possible aussi, mais je crois qu'il ne faut pas rêver en couleur. On a vu l'évolution du Canada à l'heure actuelle. Ils s'en vont dans une autre direction complètement. Le Québec, le français au Canada n'est plus parmi les priorités du tout de la société canadienne-anglaise. Merci beaucoup du travail que vous faites, qui est admirable et qui devrait nous aider à constater certaines réalités qui ne sont pas très heureuses. Non, mais c'est le début de la solution, finalement. C'est de prendre conscience des faits, et c'est ce que j'essaie d'apporter dans tout le travail que j'ai fait.